l'actualité, élection du 30 décembre prochain en République démocratique du Congo, l'opposition interpelle les opérateurs de téléphonie mobile. En Tunisie, de nouveaux heurts ont opposé ce mardi la police à des manifestants à Kazrine, dans l'ouest du pays, peu après l'enterrement d'un journaliste qui s'était immolé par le feu la veille. Et puis en Chine, 3 étudiants ont été tués dans une explosion survenue lors d'une expérience dans un laboratoire de l'université Jiaotong de Pékin. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, 4 militants du mouvement citoyen Filembi ont été libérés ce mardi. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté des médias congolais. Arrêté le 30 décembre 2017 et condamné à 1 an de prison ferme, notamment pour offense au chef de l'État, 4 militants du mouvement citoyen congolais Filembi ont été libérés ce mardi. Le coordonnateur Carbone Bédi et 3 de ses camarades sont sortis le jour de Noël de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Nous nous réjouissons de la libération des 4 militants de Filembi en ce jour de Noël qui ont purgé 12 mois d'une peine injuste infligée par la justice aux ordres de Kabila. La prison ne nous affaiblit pas, au contraire, elle nous rend plus forts, s'est réjoui l'autre mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. La libération de ces militants de Filembi intervient à quelques jours des élections reprogrammées dimanche prochain, après un nouveau report du scrutin initialement prévu le 23 décembre dernier. Filembi avait publié après le report un communiqué appelant à la mobilisation pour déjouer le simulacre électoral mis en place par le régime Kabila. Nouvel accident sur la route entre Kinshasa et Matadi, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Au moins 26 personnes y sont mortes à la veille de Noël. Une récente collision avait déjà fait des dizaines de morts sur cette même voie. C'est le ministre provincial des Travaux publics de Congo central qui a annoncé la tragique nouvelle. La collision entre 2 véhicules qui a fait 26 morts a eu lieu sur la route nationale 1 à quelques 130 km à l'ouest de Kinshasa, dans le même secteur qu'un précédent accident qui avait fait des dizaines de morts le 6 octobre. Cette date-là, plus de 50 personnes sont mortes calcinées après la collision entre un camion-citerne rempli de carburant et un autre camion au niveau du village Mbouba, près de Kisantu, où les victimes avaient été prises par la propagation du feu. À ce jour, la route entre la capitale Kinshasa et Matadi est jalonnée de carcasses de véhicules fraîchement accidentés. Pourtant, il s'agit d'un axe stratégique entre la capitale et l'un des rares débouchés maritimes du pays. À en croire un usager, la route est trop étroite et les remorques prennent tellement d'espace que les chauffeurs des petits véhicules se retrouvent très souvent dans les ravins. On reste en République démocratique du Congo où plusieurs candidats de l'opposition, dont Martin Fayoulou, ont demandé ce mardi aux opérateurs de téléphonie mobile présents dans le pays de prendre des dispositions contre le vote électronique et ce, lors des élections générales qui ont été reportées à dimanche. Nous demandons aux opérateurs de réseaux téléphoniques de mettre à la disposition du public tous les numéros des cartes SIM vendues à la CENI. Nous les appelons à les désactiver pour se conformer à la loi électorale. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs candidats de l'opposition congolaise. Ces derniers soupçonnent la Commission électorale nationale indépendante d'avoir acheté des cartes SIM pour transmettre les résultats par voie électronique le jour du vote sans attendre le comptage manuel des voix. Ces résultats pourraient être transmis à partir des machines à voter, la procédure de vote retenue par la CENI qui se présente sous la forme d'un écran tactile. L'achat des cartes SIM auprès des compagnies de téléphonie mobile était éloquent. Pour nous, que la CENI nous dise exactement, que M. Nanga, avec son arrogance habituelle, qui vienne, qui nous dise c'est un vote électronique ou un vote manuel. C'est tout. Pour nous, nous attendons à ce que la CENI
nous donne ces bulletins de vote pour aller voter. Donc il n'y a pas de boycott, il n'y a à aucun instant nous prononçons le mot boycott. Nous savons que la CENI nous a tendu beaucoup de pièges et nous sommes sortis de ces pièges. La CENI affirme que la machine sert à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote avant le comptage manuel. Prévu le 23 décembre dernier, après déjà 2 reports, les élections générales ont été de nouveau repoussées au 30 décembre. Le président de la CENI. Brazzaville accueille ce mercredi un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo. L'objectif de ce sommet est de parler des élections reportées pour le 30 décembre prochain. À l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, des chefs d'État et des chefs de la diplomatie des pays de la Communauté de développement d'Afrique australe et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent ce mercredi à Brazzaville pour évoquer la situation en République démocratique du Congo voisine à 4 jours de l'élection cruciale pour ce pays. Les 2 organisations régionales craignent que les tensions électorales affectent les pays de la sous-région. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence ce mardi, selon le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso. Il s'agit des présidents sud-africains, namibiens, zambiens, botswanais et angolais. Le Rwanda et l'Ouganda ont prévu, eux, de dépêcher leur ministre des Affaires étrangères. Les membres de ces organismes vont discuter autour des divers enjeux actuels en RDC pour la tenue des élections, nommément la sécurité, la non-violence, la paix et la crédibilité des résultats du scrutin. Par ailleurs, la présence du président sortant de la RDC, Joseph Kabila, ou du moins d'un représentant, constitue l'une des inconnues de ce sommet. Selon Barnabé Kikaya, le chef du collège diplomatique du président Joseph Kabila, le gouvernement congolais n'est pas informé sur la tenue de ce sommet. Dans l'entourage du président Denis Sassou Nguesso, on dit avoir un peu hésité avant d'initier ce sommet, mais de sources diplomatiques, il aurait été question de cette initiative au dernier sommet de la francophonie lors d'un tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et le président français Emmanuel Macron. Ouverture ce mardi à Fès, dans le nord du Maroc, d'un procès controversé. Il s'agit de celui d'Abdelali Ahmiedine, haut responsable du Parti Justice et Développement, qui mène la coalition gouvernementale au Maroc. Le procès a débuté en présence de dizaines de personnes et un important dispositif policier était mobilisé aux abords de la cour d'appel à Fès, au Maroc. Mais rapidement, le jugement a été ajourné et reporté au 12 février. Abdelali Ahmiedine est poursuivi dans une affaire pour laquelle il avait déjà été jugé en 1993. Des affrontements entre étudiants islamistes et de gauche avaient à l'époque entraîné la mort d'un de ces derniers, du nom de Mohamed El-Djid. Le haut responsable islamiste, alors étudiant, fut condamné à 2 années de prison pour participation à une rixe au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort. En juillet 2017, des proches de la victime ont déposé une nouvelle plainte devant le juge d'instruction qui a décidé en novembre dernier de poursuivre le responsable islamiste avec requalification des faits selon un site d'information. Le Parti Justice et Développement a exprimé son soutien unanime à Ahmiedine, alors que le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a qualifié d'incompréhensible la décision du juge d'instruction. Le ministre de la Justice, Moustapha Hamid, a remis en question l'indépendance de la justice, soulevant un tollé chez les magistrats. Je le disais en titre, immolation par le feu d'un journaliste en Tunisie. Il voulait dénoncer par ce tact les conditions de vie difficiles à Kasserine, une région du centre-ouest de la Tunisie. Après ce drame, des heurts ont éclaté entre police et manifestants. Des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la rue principale du centre-ville de Kasserine, située à 270 km de Tunis. La police, elle, avait répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que 6 membres des forces de sécurité avaient légèrement été blessés lors des affrontements et 9 personnes arrêtées. Au commencement, le journaliste Abdel Razak Zorghi, alors âgé de 32 ans, qui est décédé après s'être immolé par le feu.
Il affirmait vouloir protester contre le chômage et la dégradation de la situation économique dans la région de Kasserine. Pour les fils de Kasserine qui n'ont pas de moyens de subsistance, aujourd'hui je vais commencer une révolution, je vais m'immoler par le feu, a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a publiée avant sa mort. Le syndicat national des journalistes tunisiens a déclaré qu'il envisageait d'organiser une grève générale dans le secteur des médias. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations sociales au cours desquelles la police avait tué des manifestants. Malgré les progrès de la transition démocratique depuis et un récent retour à la croissance économique après des années de stagnation, les autorités tunisiennes peinent toujours à répondre aux aspirations sociales des Tunisiens. Allons à présent en Chine où 3 étudiants ont été tués ce mercredi dans une explosion survenue dans un laboratoire de l'université Jiaotong de Pékin. C'est ce qu'ont annoncé les policiers de la capitale chinoise. Une explosion s'est produite ce mercredi dans un laboratoire de l'université Jiaotong de Pékin lorsque des étudiants du département d'ingénierie environnementale procédaient à une expérience ayant trait au traitement des eaux usées. 3 étudiants ont été tués dans cette explosion, ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise dans un communiqué publié sur le site de microblog Weibo. À 9h34, le centre de commandement de la ville a été alerté de l'explosion dans le laboratoire du bâtiment 2 de la zone est du campus et a immédiatement dépêché 8 équipes de pompiers et 30 véhicules sur place, ont-ils indiqué. L'explosion a déclenché un incendie qui a été sous contrôle vers 10h20, selon la même source qui n'a pas donné d'autres précisions dans l'immédiat. Et puis, opération d'intimidation avant les élections législatives au Bangladesh. Les partis d'opposition montent au créneau et dénoncent les agissements de la police. Plus de 10 500 militants de l'opposition arrêtés au cours des dernières semaines au Bangladesh. Ces chiffres sont publiés alors que les États-Unis ont exhorté le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina, qui vise un 4e mandat, à faire davantage pour garantir la liberté de vote durant les élections législatives prévues dimanche. Les partis d'opposition ont déclaré que la vague d'arrestations depuis la convocation des élections le 8 novembre visait à créer un climat de peur. Le principal parti nationaliste d'opposition, le BNP, dont la dirigeante Khaleda Zia purge une peine de 17 années de prison, a déclaré que 7021 de ses militants avaient été arrêtés. Ce parti avait espéré que le déploiement de 30 000 policiers améliorerait la sécurité dans ce pays de 165 millions d'habitants. Mais chaque jour, 80 à 90 de ces militants sont arrêtés, d'après le parti. Un porte-parole de la police qui n'a pas confirmé le nombre d'arrestations a déclaré qu'aucune interpellation n'était effectuée sans mandat. Une dizaine de journalistes locaux couvrant les élections ont été blessés dans une attaque contre un motel où ils résidaient. La police a dit ne pas connaître l'identité des agresseurs. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.